Ladies and gentlemen. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Salut à tous et bienvenue dans le premier entretien de cette nouvelle saison des Paradis Artificiels. Merci à Reggie le Gorilla qui a accepté de venir pour parler d'une série, franchement, un coup de cœur, une série que j'aime vraiment. Et d'abord, avant de parler de la série, on va parler un peu de mon invité. Et donc, Reggie, est-ce qu'il faut vraiment te présenter? Je vais le faire tout de même. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai que je suis très content de venir parler de BoJack ici parce que c'est une série comme toi, que j'aime énormément. Une de mes séries préférées, donc je suis content de faire ça. Écoute, moi, c'est simple. Hein, je parle de cinéma et de séries sur ma chaîne YouTube. Je fais des critiques, je parle d'actualité, en fait, ce qui me branche dans le domaine. Et depuis, je crois que j'avais commencé avec la saison 3 de BoJack à en parler sur ma chaîne à l'époque, puisque je trouvais ça trop bien. Et je trouve que pas assez de personnes, en tout cas en France, j'ai pas l'impression que beaucoup de personnes connaissent BoJack. De plus en plus, hein, j'espère. Mais c'est vrai qu'à l'étranger, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus. Je sais pas pourquoi, s'il y a quelque chose de culturel par rapport à BoJack. Mais c'est que donc, je suis content de venir en parler sur cet aspect aussi que tu as sur ta chaîne, qui est intéressant. Parce que c'est toujours quelque chose qui est difficile à retranscrire dans un art audiovisuel. Là, les sensations sont toujours difficiles parce que c'est ça, le principe de ta chaîne, c'est de retranscrire un peu comment on adapte ça scénaristiquement et visuellement. Donc, ouais, je suis content d'être là et on peut commencer quand tu veux. Ok. Alors, en tout cas, spécialiste quand même des critiques à chaud. Bon, tu es quand même aussi spécialisé dans tout ce qui est blockbuster, Marvel, Star Wars et tout ça. Moi, ça fait un moment que je suis à chaque fois tes avis, donc c'est un plaisir Et puis, j'ai vu les vidéos que tu as fait, que je conseille, notamment par rapport à cet entretien sur BoJack, parce que c'est vraiment un beau travail que tu as fait par saison, dans lequel tu mets en lumière, en fait, comme tu l'as dit, une série dont on ne parle pas beaucoup en France, qui pour moi est vraiment je pense que pour moi c'est un chef-d'œuvre artistiquement, dans son approche et tout ça. Il y a quelque chose qui vient tutoyer le réel, la vie. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment qui est puissant en fait. Je pense que quand on regarde BoJack, tu me diras si je me trompe, mais on n'en ressort pas indemne. C'est une série qui fait réfléchir, en fait, qui nous fait réfléchir. Y a carrément de ça, et en fait, je pense que la force de BoJack, c'est sa simplicité dans le sens où, en fait, ça reste des animaux qui parlent. Et c'est ça toujours qui m'a foudroyé un peu par rapport à BoJack, c'est que au début, moi, je t'avoue, la première saison, si on commence à parler de la série, hein, en première saison, je comprenais pas ce qu'était la série. Je comprenais pas c'était quoi le but, ces animaux qui parlent, est-ce que c'est une comédie? C'est en 20 minutes, je me dis c'est un peu une sitcom animée, pourquoi pas, ça peut être drôle. Au début, le style d'animation, je suis pas très fan non plus parce que je trouve que c'est difficile à saisir. Mais c'est que lorsque j'ai fini la première saison, sans rentrer dans les détails, sans spoiler, c'est vrai que là, j'ai saisi le truc. Là, en fait, j'ai pris la première saison comme une blague, en fait, tout le long. Et quand tu arrives à la fin, tu te dis, mais en fait, c'est pas une comédie. Enfin, c'est une comédie sombre un peu. Parce que c'est un drame comique, parce que c'est aussi une série qui est très drôle, je trouve. Mais c'est drôle parce qu'il faut que ce soit drôle, parce que sinon, ça serait trop pessimiste, trop déprimant. Dans la satire, on est, alors, si on veut introduire, donc BoJack, c'est une ancienne star qui jouait dans un sitcom dans les années 90. C'est un cheval, pour ceux qui ne connaissent pas.
Il faut peut-être ça aussi expliquer. Comme on est dans une série anthropomorphique, donc effectivement, on a des animaux et des humains qui se côtoient. Donc on a ce côté assez satirique, qui peut rapprocher aussi un peu des fables de La Fontaine, où on va utiliser en fait des animaux pour caricaturer des caractéristiques qu'on retrouve dans l'être humain. En fait, c'est assez perturbant, comme tu l'as dit de premier abord. Si on lance la série en se disant ah tiens, je vais me mettre un truc marrant, comme il peut exister plein de séries d'animation de ce type, c'est sûr que BoJack, on va se prendre une petite claque. Alors comme tu l'as dit, en tout cas à la fin de la première saison, où on va comprendre qu'en fait on est sur quelque chose de plus sérieux, de plus qui va amener en tout cas la personne à réfléchir, et qui est au-delà de la comédie. Donc c'est sûr que c'est quelque chose, enfin c'est une série qu'il faut digérer, je pense. Ouais, c'est ce que tu disais, hein, elle est super complexe dans le sens où il y a beaucoup de points de vue différents. Tu l'as cité, hein, il y a le point de vue satirique plutôt, mais aussi un petit point de vue méta à certains moments. Mais il y a le côté surtout satirique de la chose, où c'est une grosse critique d'Hollywood, en fait, de la manière dont on voit les stars, de la manière dont on voit l'actualité, de la manière dont la Californie, et c'est aussi cette californisation du monde, et la manière dont vraiment c'est hypocrite et mauvais, et égoïste, et tout ce qu'on sait un peu d'Hollywood, vraiment les travers d'Hollywood. Donc il y a ce côté qui est super présent, mais et c'est un côté qui est quand même assez courant dans les séries, dans les films, critiquer Hollywood, c'est récurrent, mais c'est même pas le cœur de BoJack, c'est présent, ça permet de faire des blagues, ça permet justement de se moquer. Il y a une scène qui revient à chaque fois qui malheureusement, il y a un homme politique ou une personne connue qui réagit à un événement triste. Il y a ce fameux épisode, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, Thoughts and Prayers ou quelque chose comme ça. Il répète cette phrase durant tout l'épisode pour se moquer justement que des gens interviennent sur des sujets qui ne les concernent pas en disant oh, on prie pour eux. Super. Et ça, il s'en moque beaucoup, et c'est peut-être l'un des moments les plus mémorables de cette critique d'Hollywood. Mais le truc, c'est que la critique d'Hollywood, c'est juste un aspect, c'est un échelon de ce que c'est. Il y a ce côté vraiment, si je peux me permettre, ou si tu veux dire quelque chose. Non, je t'en prie. Il y a ce côté donc évident qui est par rapport aux animaux, qui est très drôle. Moi, j'adore, je pense toujours à, vu qu'il y a des animaux qui côtoient des humains, ils gardent leurs caractéristiques d'animaux. Et à un moment, je ne sais plus, tu avais un animal qui sortait avec un moustique. Et forcément, quand tu embrasses un moustique, tu as des boutons, tu as des taches, des choses comme ça, comme un vrai moustique. Il y a des petites scènes, des petits détails comme ça à chaque fois qui sont vraiment même pas énoncés par la série, juste tu les vois limite en arrière-plan. Moi, je me rappelle toujours je crois qu'il y a un requin marteau qui enlevait la neige de sa maison avec sa tête et des choses comme ça. Il y a plein de petits détails comme ça qui rendent la chose drôle pour justement un peu rendre. Sinon c'est tellement déprimant ce que les personnages vivent, parce que c'est des études de personnages à chaque fois. On prend un personnage, on l'étudie sur un angle et son évolution pendant 6 saisons. Donc que ce soit de BoJack à tous ses compagnons, ses amis et tout, on va tous les suivre un par un. Et je pense que si tu n'avais pas ces moments de comique un peu loufoque, ça aurait été trop déprimant. Et les moments déprimants, ils ont encore plus d'impact en fait. Et ça, c'est un échelon qui est assez intéressant à voir et qui est dur à gérer. Gérer cette tonalité, c'est super compliqué. Et je trouve qu'ils l'ont parfaitement fait. Ouais. Alors, pour revenir un peu à l'histoire, donc on suit donc ce BoJack, donc ce personnage à tête de cheval, qui est une ancienne star d'une sitcom, qui depuis n'a rien fait, qui vit encore, on va dire, sur sa célébrité d'antan, un peu comme la série Mon oncle Charlie. Il y avait un peu dans ce côté-là d'une star des gens qui viennent côtoyer quelqu'un qui a été une ancienne star et qui a un niveau de vie qui lui permet quand même d'être tranquille, tout en essayant toujours de retrouver quelque chose qui va le remettre sur le devant de la scène. Donc, on suit BoJack, qui est entouré de plusieurs personnages qui ont
qu'on va voir tout au long des saisons. Comme tu l'as dit, en fait, on est vraiment sur des évolutions de personnages. Donc, on suit son agent, Princesse Caroline, qui a aussi été sa petite amie, son ex-petite amie. On suit Diane, qui est la personnage qui au départ est engagée pour écrire la biographie de BoJack, mais qui finalement devient son amie, qui devient aussi la petite amie de son meilleur ennemi, meilleur ami, Mr. Peanut Butter, ce qui est un peu son frenemy, comme ils disent en anglais. On a aussi le squatter qui vit avec BoJack, Todd, qui est un personnage vraiment qui, moi, je trouve, permet de faire plein de critiques et plein de choses. Chaque personnage, justement, c'est comme tu l'as dit, on va les croiser dans des moments de leur vie avec des épreuves, avec des passages, en fait. Et moi, c'est ça que j'ai vraiment pris, en fait, en pleine face, c'est cet aspect réel et cet aspect où on a l'impression effectivement de reconnaître des vrais moments de vie, mais dans un univers qui est complètement farfelu, quoi, qui est complètement satirique. Mais pourtant, tout ça réuni, ça fonctionne et ça donne une fresque, qui moi, à chaque fois que j'y repense, en tout cas, je me prends une tarte, quoi, parce que c'est quand même l'histoire de la vie, quoi. Toi, qu'est-ce que tu considérerais comme étant les points forts de cette série, quoi? Bah, je ne sais pas si je suis d'accord quand je dis c'est l'histoire de la vie. Je pense que c'est l'histoire d'un moment d'une vie. Si on peut le prendre comme un énorme rite initiatique pour ces gens, même si c'est plus l'âge classique du rite initiatique, parce que l'objectif, c'est pour qu'ils se retrouvent tous. Ils ont tous leurs travers, leurs défauts, leurs motivations, leurs rêves un peu. Ou ils ne l'ont pas. Parce qu'il y a un autre souci aussi, c'est une série très existentielle, au final. Tous les personnages se recherchent. Si on prend l'exemple de Caroline, sans entrer dans le détail, elle travaillait trop, en fait. C'est ça son problème, elle travaillait trop, elle n'arrivait pas à avoir un attachement aux gens. Lorsqu'elle s'attachait aux gens, les gens la lâchaient, ou l'inverse, et elle n'arrivait pas à se retrouver, elle voulait prouver que c'était une femme forte, en même temps, elle visait trop haut, en fait. Et c'était pas gérable, et tu as l'impression que la société lui en demandait trop, donc tu as tout cet aspect où les personnages interagissent avec la société. Tu en as plein qui ont tous leurs histoires, et en fait, qui se recherchent tous, et la société met des obstacles, en fait, dans leur parcours de vie, et ils se mettent aussi eux-mêmes des obstacles. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça tourne jamais en rond, dans le sens où on rajoute toujours des nouveaux éléments. L'histoire de BoJack, le personnage principal, c'est vrai qu'au début, on dirait juste un cheval alcoolique qui vit de son ancienne gloire et qui en profite. Elle a une baraque incroyable sur la colline d'Hollywood, il se met super bien. Mais il est triste, en fait. Et c'est ça le but de l'histoire. Il est en dépression, clairement. C'est ça, il est triste, il est en dépression. Et c'est là qu'il lutte avec tous ces démons d'enfance aussi, et des choses sans rentrer dans le détail, mais voilà, qui reviennent souvent. Et plus tu avances dans la série, plus ces démons ressurgissent. Et plus c'est une spirale presque autodestructrice, mais aussi réparatrice, parce que c'est un peu le but de l'histoire, c'est de voir un peu ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Et l'histoire de BoJack, elle est forte, parce que justement, comme le concept de ta chaîne, c'est qu'il passe beaucoup par la case, qu'on en parlera après, hein, mais voilà, les cases de substances, surtout l'alcool, lui c'est surtout l'alcool. Il passe par des phases où il essaye d'autres trucs, si je dis pas de bêtises, hein, mais lui c'est surtout l'alcool. Et ce qui est pour moi assez intéressant, parce que c'est de loin la chose la plus accessible dans ces fameux paradis artificiels. L'alcool, c'est légal, c'est facile à avoir, et c'est ce qui détruit le personnage principal. Mmh. C'est vraiment ce qui le détruit. Et ça montre aussi un côté où surtout lui, c'est une star. Il a tout ce qu'il veut. Il dit dans la série, il pourrait faire des rôles, avoir de l'argent, continuer sa gloire, mais il veut pas, il n'y arrive pas. Et il a ces moments où il a ces moments, on va dire, où il revient un peu le long de la scène, mais il n'y arrive pas. Et en fait, le problème, c'est lui, et ce qu'on lui a fait, et ces choses-là. Et plus tu avances, et plus tu as des surprises, plus tu comprends mieux le personnage. Et des fois, tu le détestes, et ça qui est fort, des fois, tu le trouves insupportable parce qu'il fait des choix que tu as envie de lui mettre des claques. Tu te dis, mais ressaisis-toi. Ce que tu fais, c'est grave.
Pas qu'à lui-même, parce que quand tu vois faire des choses à lui-même, bon, c'est son problème. Mais quand il impacte la vie des autres et tout, t'es énervé contre lui. Et des fois, tu as juste envie de lui faire un câlin, de dire ça va bien se passer. Et c'est un personnage qui est souvent détestable, souvent appréciable. Et c'est super bien d'avoir un personnage principal qui est aussi comme ça entre les deux, quoi. C'est vachement intéressant parce que pour moi, c'est un peu le cœur du truc, c'est ce côté toxique et en même temps affectif, où tu te rends compte que le personnage est nuisant, mais en parallèle de ça, tu comprends quand même ses intentions et tu vois qu'il n'a pas un mauvais fond, mais que dans son autodestruction, il emmène les gens il emmène les autres avec lui, et c'est plus fort que lui. Et c'est pour moi, quand je dis la vraie vie, c'est que en fait, on voit dans cette série des aspects de la vie qu'on ne voit pas généralement dans les séries. Il y a un côté où on est vraiment, on flirte avec effectivement des phases de la vie qui sont rarement exploitées ou qui sont peut-être aussi difficilement exploitables en live action. Peut-être que le côté justement animation permet d'aller plus loin et d'expérimenter comment expliquer en fait la dépression, l'engrenage d'un côté et cette envie de s'en sortir et justement de pouvoir réapprécier la vie. Parce qu'en fait, dès le départ, on se rend compte que BoJack, c'est quelqu'un qui, comme tu l'as dit, a tout, qui pourrait encore faire des rôles et tout ça, mais d'une certaine manière, il préfère... les démons de son passé et des choses qu'il a fait, qu'il a vécu, le rattrape et l'empêche de profiter de tout ça et le replonge à chaque fois dans sa dépression. Et c'est là où on voit certains aspects de la dépression qui sont... on a l'impression que c'est sans fin, en fait. Dès qu'il s'en sort, il retombe. Mais ça montre justement cet aspect-là, quoi. Et il y a un truc que tu dis qui est très bien par rapport au live action, c'est que je pense que parmi les moments les plus mémorables, il y a des moments qui n'auraient pas été possibles en live action. Et moi, j'ai toujours dit, la plus grande force de l'animation, c'est quand elle est utilisée à des fins qu'on ne peut pas exploiter dans n'importe quel autre domaine. Et quand on parle de Spirale, surtout les dernières saisons, il y a beaucoup de moments très imagés, très métaphoriques, qui font penser à des tripes, en fait, à des vrais tripes dépressifs, en même temps de drogue et tout, qui font vraiment... Tu te plonges littéralement dans le subconscient de la personne, qui est très difficilement exploitable en live action. Ça fait penser des fois à du David Lynch. Tu as quelque chose qui, on dirait un rêve et un cauchemar à la fois. En même temps, tu essaies de comprendre, mais tu comprends rien. Mais ça a un sens. C'est pas du vide. Il y a un vrai sens. C'est pas juste pour te montrer des trucs trippy. Pas du tout. Il y a un vrai sens, une vraie idée. Et de l'autre côté, tu as des moments, je pense qu'on se rappelle tous, soit rentrer dans le détail encore une fois, il n'y a pas de spoiler dans cette vidéo, mais un moment où il est en costume et l'épisode, c'est juste lui qui parle pendant 22 minutes. Et ça, il n'y a aucun trip, il n'y a rien. Juste du dialogue, un monologue pour le coup. Juste un monologue et il n'y a rien d'autre. Et ils arrivent tellement bien à gérer, parce que c'est tellement bien écrit, à passer d'un moment où tu es juste dans une sorte de mélange psychédélique fresque. Peut-être j'exagère avec ce terme parce que ça va peut-être pas aussi loin, mais c'est que voilà, ça y va quand même assez loin. Et des moments juste réalistes, en fait. Tellement réalistes que tu oublies presque que c'est un cheval qui parle, en fait. Ouais, t'es devant le père. En fait, il s'efface complètement. Et c'est ça qui est dingue. Et c'est pour ça que t'es perdu dans l'histoire. Et après, ils font des épisodes dans Atlantis. Tu vois, c'est ridicule. Mais même là, ça raconte tellement de choses que... Et ce qui est fou, c'est que même des personnages comme Mr. Peanut Butter, qui est juste... t'as l'impression que c'est le comic relief, parce qu'il est toujours heureux. C'est un peu sa catchphrase. Dans l'une de ses catchphrases, il est toujours heureux, il est toujours bien. Et tu dis, bizarre. C'est bizarre d'avoir un personnage qui est toujours heureux dans BoJack. Il exploite ça, ce bonheur. Ils en parlent, ils jouent par rapport à ça. Et je trouve qu'ils le font vachement bien avec tout le monde. Et ce que tu disais par rapport au fait que BoJack est nuisant, c'est que je pense que si tu retires un BoJack de l'histoire, tous les personnages vont probablement mieux. Et c'est un peu comme, ça me fait toujours penser à Community,
je sais pas si tu as regardé Community, mais tu as le personnage de Jeff dans Community qui a un peu ce côté, pas la Bojack parce qu'il n'est pas forcément dépressif, mais qui est nuisant. Et les personnages se réalisent au fur et à mesure qu'il est vraiment nuisant. Et ça, c'est quelque chose que dans Bojack, ils ont aussi les gens, les personnages. Ils comprennent qu'en fait, il aide pas, et c'est rare. Enfin, je me rappelle pas de tête d'un moment où Bojack aide quelqu'un. Au contraire, il fait plus de mal qu'il aide. Et c'est un beau message aussi dans le sens où ses amis l'abandonnent jamais. Et il y a des engueulades, des choses comme ça. Mais l'idée de la série, c'est que faut chercher de l'aide aussi. Et on le banalise jamais, ce personnage. Dans le sens où on le laisse toujours, on le montre comme quelqu'un de mauvais aussi. Et ça, c'est important parce que si jamais, dans la vraie vie, tu as côtoyé des gens qui sont un peu descendus dans cette spirale et tout, tu sais que des fois, ils font des choses qui sont pas normales, qui sont pas excusables, qui sont pas défendables. Mais tu sais qu'il y a des gens qui vont toujours être là pour eux, qui vont toujours les aider. Et tu demanderas pourquoi, parce qu'il y a quelque chose qui est sincère derrière. Et ça, je pense que même sans l'avoir vécu, les gens peuvent s'identifier. Parce qu'ils s'imaginent, si jamais que mon ami, mes parents, mes frères et sœurs avaient un vrai problème, est-ce que je serais là pour eux? Et c'est un peu ce que la série va aller chercher. Ils disent jusqu'où tirer pour les gens que tu connais, de une. Peut-être je suranalyse un peu, hein, mais c'est qu'ils poussent vraiment la chose au maximum. Et voir aussi où est-ce que les spectateurs vont suivre Bojack. Jusqu'à quel moment. Moi, je sais, et toi aussi, j'imagine, on s'est dit, là, c'est trop. Et 3 épisodes plus tard, on est en mode, bon, 7e chance, tu vois. Alors, il y a plein de choses dans ce que tu as dit qui est intéressant. Moi, je pense qu'il y a un affrontement entre l'optimisme et le pessimisme dans cette série, quand même, qui est tu vas avoir des personnages, je pense notamment effectivement à Bojack, qui va être plutôt pessimiste, mais tu vas avoir des personnages plutôt optimistes comme Peanut Butter, et tu vas avoir des personnages un peu entre les deux. Et donc c'est un peu cet affrontement entre le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Tu as ce côté-là. Heureusement quand même que tu as certains personnages qui amènent un peu d'optimisme et qui y croient, parce que sinon effectivement tu pourrais... Enfin, on l'a pas dit, mais c'est quand même une série qu'il faut voir en étant plutôt dans une bonne phase psychologique, quoi. Parce que c'est quand même une belle descente aux enfers. Alors, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des remontées, mais je veux dire, dans la descente, on va quand même très très bas, et on est toujours avec Bojack dans tout ça, on le vit avec lui, et c'est pour ça que je te disais, on n'en ressort pas indemne, c'est que par rapport à son vécu à lui, on peut, nous, faire alors, c'est peut-être des analyses de comptoir, tu vois, mais tu peux te servir un peu de son expérience, de son vécu et de comment il l'a transformé pour toi aussi avoir en fait, en tout cas, une nouvelle vision des choses, quoi. Tu as tout à fait raison, hein. C'est pas une analyse de comptoir, c'est l'art, ça sert aussi à ça sert à s'identifier. Si tu n'arrives pas à t'identifier, si tu es en décalage total avec le personnage, c'est dur d'aimer ce que tu regardes. Surtout sur une série qui dure 6 saisons. C'est impossible, en fait. Et tu peux pas être là, être en mode spectateur simple, tu dois être investi. Enfin, tu dois. Sinon, tu ne regardes pas jusqu'au bout. Il faut être vraiment très patient alors pour s'infliger 6 saisons d'un truc que tu n'aimes pas ou tu n'es pas investi, ou tu n'as pas quelque chose à faire. Et ça qui est important, c'est que oui, il y a un truc qui est intéressant dans ça. Tu as dit faut être dans un bon état pour regarder Bojack. C'est un peu ce qu'on te dit quand tu veux aller boire un verre. C'est un peu la règle d'or pour toutes les substances, en fait. Si tu n'es pas dans un bon état, laisse tomber. Parce que ça va que te faire empirer cet état. Alors, Bojack, c'est vrai que c'est intéressant parce que je ne sais pas si ça s'applique. Dans le sens où je pense qu'il faut être dans un bon état, mais ça dépend aussi de l'apport que tu as à l'art de manière générale. Si tu es dans un mauvais état et tu regardes Bojack, peut-être au contraire, ça peut t'aider parce que tu vois quelqu'un qui vit les mêmes choses que toi et tu vois les gens qui réagissent par rapport à lui et peut-être tu serais reconnaissant par rapport à ce que tu vois. Peut-être ça va t'aider, peut-être tu vas comprendre un peu mieux.
il y a des gens, ça peut carrément aider de juste avoir quelqu'un qui a vu les mêmes choses. La dépression, maintenant, c'est de plus en plus discuté, beaucoup moins chez les hommes, hein, c'est vrai, mais c'est beaucoup discuté, de plus en plus libre de parole, et on voit beaucoup plus de séries qui en discutent, qui en parlent. Et je trouve que BoJack, c'est l'une de ces séries piliers moi, je ne connais pas d'autres séries comme ça. Tiens, tu me parles de dépression, je pense à BoJack. Ouais, Enfin, dans un film ou une série, je pense à ça. Et je trouve que ça a peut-être même ouvert une voie à des gens qui ne se sentaient pas bien d'essayer de se sentir mieux, de chercher de l'aide. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que ça peut même aider. Il y a ce côté après, je sais pas, hein, moi, je ne peux pas être dans cet état-là pour te dire... J'avais noté se chercher et s'affronter soi-même. Donc, effectivement, tu vois, si tu es dans un moment de ta vie où tu n'es pas bien et tu vois qu'en fait, à travers BoJack, des situations comme ça peuvent, en tout cas, même si elles ont leur lot de problématiques, parce que on va pas se mentir, en tout cas pour moi, BoJack, il vit plus d'épreuves que de bons moments. Il vit d'ailleurs, et les peu de bons moments qu'il a, il les gâche parce qu'il sait même plus vivre un bon moment. En fait, c'est ça le problème de la dépression et donc il est constamment en train de penser égoïstement à comment lui se sortir de ça, mais bon, forcément, ça impacte tous les gens avec qui... Et donc, tu parlais justement de la toxicité qu'il a sur les gens et de la limite jusqu'à quel moment les gens tolèrent en fait cette toxicité et à quel moment ils abandonnent. Parce que, comme tu l'as dit, s'ils n'étaient pas avec lui, ils auraient une meilleure vie, ils auraient moins de problèmes. Donc, c'est... jusqu'à où va cette amitié et donc c'est assez c'est ce qui permet aussi tout au long de la série de voir évoluer ces relations, quoi. C'est ça, et je trouve que ça donne aussi un apport par exemple, moi j'ai jamais été cliniquement dépressif, j'ai jamais ressenti ça. On a tous des moments de blues, de tristesse, d'accord, mais j'ai jamais vécu une spirale, heureusement, je tape du bois, jamais vécu une spirale comme ça. Et c'est vrai que moi, ça m'a aidé à comprendre aussi. Ça reste une série et tout, bien sûr, faut prendre un peu de recul, mais le côté autodestructeur du personnage, le côté, même quand il vient un beau moment, il n'arrive pas à l'apprécier, c'est éphémère, c'est même pas éphémère, même après, il gâche ce moment, juste à y penser, il gâche le moment qu'il a vécu. Et ça donne un aspect, au fait, tu peux mieux comprendre les gens qui t'en parlent. C'est presque éducatif, en fait. Encore une fois, avec du recul, ça reste une série, un film, peu importe. Hein. C'est éducatif. Mais c'est carrément éducatif. Surtout quand maintenant qu'il y a cette parole un peu plus libérée sur la santé mentale, et que tu vois que la série parle beaucoup d'enfance, qui est l'une des thématiques cruciales dans la santé mentale de quelqu'un. Ça revient souvent, voilà, le traitement avec les parents, les choses vécues, les traumatismes, comment ça impacte la santé mentale. Et quand tu vois ça dans BoJack par rapport à tous les personnages, je crois que tous les personnages ont un peu leur moment avec leurs parents, ou plus ou moins. Ils ont un peu ce côté où ils vont chercher les parents de chacun ou la famille. Et ils ont ce côté où tu vois un peu les choses. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit, tu parlais de verre à moitié plein, à moitié vide. BoJack, il est presque nihiliste à un certain moment. Il croit en plus rien. Il a abandonné à un certain moment. Et de l'autre côté, mais ça va tellement loin que je pense que ça concerne peu de personnes, très peu de personnes. Mais c'est exprès, c'est poussé à l'extrême. Ça existe, hein, mais c'est vraiment poussé à l'extrême. Et de l'autre côté, tu as Peanut Butter qui est l'extrême opposé. Il est toujours heureux quoi qu'il arrive. Et ça n'existe quasiment pas non plus, en fait. Et c'est pour ça que c'est deux forcément opposés. Un qui est loufoque, qui rigole, qui fait des blagues, il est toujours heureux quoi qu'il arrive. On peut lui rouler dessus, il sera heureux. Vraiment, ça va. Je crois qu'il se passe des trucs horribles un peu dans sa vie et tout va bien. C'est le même, this is fine, c'est le chien. Quoi qu'il arrive, il est ça. Mais c'est là où les caractères des animaux collent en plus vachement bien avec les personnalités qu'ils peuvent avoir, quoi. Ouais, ils collent super bien. Et ils en jouent tout le temps, en fait. Et ça qui est fort.
Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que, comme tu as dit, entre ces deux-là, parce qu'on parle beaucoup de BoJack parce que c'est le personnage principal et c'est lui, on se rappelle, mais ils ont tous tellement des intrigues. On a Princess Caroline qui est géniale, on en parlait tout à l'heure, Peanut Butter aussi, qui lui était beaucoup plus développé sur la fin de la série d'ailleurs, plutôt qu'au début. Todd, qui est fantastique, parce que Todd, il a une thématique qui est jamais exploitée. Je n'ai jamais vu ça avant et aussi profondément exploité. C'est la sexualité, Todd. C'est une thématique pareil. Moi, je savais pas ce que c'était la sexualité avant de voir Todd. Je connaissais pas. J'ai appris ce que c'était à 6-7 ans, quand la saison 2, ou je sais pas quelle saison on apprend ça, qu'il est asexuel. Enfin, asexuel, je crois, je sais même plus. Voilà. Où on apprend ça. Et moi, c'est un truc que je connaissais même pas. Moi, c'est un truc que je comprenais même pas le concept, tu vois. Et c'est vrai que même ça, de plus en plus, ça devient un peu plus libéré. Cette ouverture aussi à parler de sexualité. Et je pense que Todd, c'est un personnage qui... depuis, j'ai 2 personnes qui m'ont dit qu'elle l'était, que je connais. Et Todd, je pense toujours à Todd. Parce qu'en fait, ça m'a tellement permis de comprendre. Et même pas besoin d'expliquer. Je fais, ah bah oui, comme Todd dans BoJack Horseman. Et ces personnes ont vu BoJack Horseman et ont adoré l'interprétation. Parce que en fait, c'est dur d'être asexué. C'est super dur. Parce que dans un couple, c'est important, les relations sexuelles. C'est vrai. Mais peu importe le degré, il y a quand même dans 95% des couples, c'est un facteur qui est plus ou moins important. Enfin, qui existe en tout cas. Qui existe. Mais c'est tellement ancré dans notre société, le fait d'avoir des enfants, des choses comme ça. Et ça, voilà, notre société est extrêmement sexualisée, de plus en plus. Et donc, être un peu, en fait, être asexué, c'est en marge un peu de la société sur un aspect qui est crucial, qui est peut-être trop important même. Et ça, c'est une thématique que j'ai jamais vu exploiter avant. Et je pourrais pas dire que j'ai vu exploiter depuis, en tout cas pas de manière aussi marquante. Ils ont un peu essayé dans des séries comme Sex Education et tout, mais ils ont une phrase ou 2 dessus. Et c'est tellement, c'est pas profond en fait. C'est pas un principal à la série, alors que là, ça l'est. Pour moi, le personnage de Todd, il est super attachant parce que déjà, alors, tu parlais des parents, mais effectivement, il nous montre que il est totalement rejeté par son père, malgré le fait que lui soit heureux dans sa vie, même à des moments, il a une bonne situation, même quand il a une bonne situation, un bon travail, qu'il est heureux, même à ce moment-là, son père toujours continue à le rejeter. Et donc, on voit cette souffrance en fait que lui a, mais qui ne répercute pas finalement sur les autres, parce qu'il reste quand même quelqu'un de profondément gentil et de serviable. Il est, malgré tout ce que lui a fait BoJack, il est toujours là. Enfin, il y a plein de choses qui rendent ce personnage super attachant. Et puis, les relations qui nouent avec les autres personnages sont aussi intéressantes. Enfin, moi, c'est vraiment un personnage, Todd, que je trouve vachement intéressant. Et comme tu l'as dit, c'est jamais traité. Et là, c'est traité, mais d'une manière où c'est son chou. Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment fait de la manière où voilà, lui ne le comprend pas tout de suite, quoi. En plus, c'est quelque chose qui met du temps à comprendre. Et donc, même ça, on a cette évolution et cette compréhension que lui va avoir de lui-même. Donc, c'est un cheminement. Et donc, c'est vraiment un personnage qui évolue et qui est touchant sur toute la durée, quoi. Et carrément, ça, c'est un très bon point. C'est vrai que lui, au début, il ne sait pas qu'il a ce souci par rapport à la sexualité et qu'il le découvre lui-même. Et je pense que c'est intéressant parce que ça permet au spectateur de découvrir en même temps ce qu'il a, en même temps que lui. Et ça, c'est super. Et un peu comme tous les personnages. Et ça qui est vraiment bien. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect que j'aime beaucoup, c'est que d'un côté, je regardais plus les saisons avançaient, plus je regardais la série parce que d'une, je voulais savoir ce qui allait se passer avec les personnages, forcément. Et j'avais peur que la série tourne en rond à certains moments. Je veux dire, bon, 6 saisons sur la dépression, je me suis dit, c'est sûr, avant, ça va tourner en rond. En fait, ce qui est fort, c'est que même quand tu penses que ça va tourner en rond, ça te surprend. Ça rajoute un élément, mais de manière cohérente. C'est pas juste pour te surprendre, juste pour... c'est cohérent, c'est logique. Pendant des saisons, on parle pas des parents de BoJack. Et en fait, tu comprends pourquoi on parle pas des parents de BoJack. Pourquoi il en parle jamais, tu comprends, par exemple. Et toutes ces choses-là, en fait, ces traumatismes cachés,
Et c'est un peu la vraie vie. Je veux dire, on a tous connu des gens qui, d'un coup, te disent un truc et ça change un peu la perspective que tu as d'eux. Pas en mal, hein, mais juste ça change un peu l'idée. Et quand ils se confient à toi, des choses comme ça. Et c'est un peu ce que tu fais avec la série, c'est qu'ils se confient de plus en plus à toi, les personnages. Et tu as l'impression de rentrer dans leur zone de confort un peu, où ils te font confiance, et ils font confiance aux spectateurs, de la même manière qu'ils font confiance aux autres personnages dans la série. Et des fois, ils jouent sur ça. Tu as l'impression que les gens qui rentrent dans la vie de BoJack, pour de vrai, ils sont punis par rapport à ça. Et il y a ce côté vraiment presque fataliste de BoJack, où il peut pas être heureux. C'est foutu. Et il entraîne tout le monde avec lui. Et ça, c'est quelque chose que je pense que les gens peuvent ressentir. Je pense que le fatalisme de se dire c'est foutu, quoi qu'il arrive, ça sert plus à rien, c'est quelque chose avec lequel les gens peuvent s'identifier, je pense. Et le fait que tout aille mal, alors que c'est pas, des fois tout va mal, mais c'est pas toujours la faute de BoJack, parce que des fois, dans la vraie vie, il se passe des choses, on n'a aucun contrôle dessus, ça arrive et ça gâche une partie de nous aussi. Et ça, ils le font très bien aussi. Il y a des gens qui reviennent dans ta vie, comme dans BoJack, qui viennent te surprendre, qui t'as rien demandé, ils sont là, ils changent tout. Il y a tellement d'éléments auxquels tu peux t'identifier, je pense, même si t'as pas vécu grand-chose. Hein, je pense que même très jeune, tu peux vite t'identifier. Surtout maintenant, moi, je vois ma soeur qui est beaucoup plus jeune, elle a 17 ans. Elle a un aspect où, moi, à son âge, je n'y connaissais rien en santé mentale. Je ne comprenais rien. Pour moi, tu vois, à l'époque, santé mentale, arrête d'être triste. C'est con, hein, mais c'est quelque chose comme ça. Et je trouve que maintenant, vu que c'est plus libéré, et je pense que BoJack a participé à ça. BoJack sur Internet, c'est très puissant, tout de même. Je ne sais pas si sur les réseaux, en tout cas, c'est très puissant. Sur les mèmes, le fait que la page Twitter a été gérée comme si c'est BoJack qui tweetait, ça aussi, c'était très intelligent, je trouve. Mais sur les mèmes, moi, j'ai vu plein de gens dans la rue avec des tatouages BoJack, qui sont tout bêtes, hein, parce que c'est des tatouages que tu fais en 5 minutes, c'est juste des dessins, les silhouettes des personnages, et qui s'attachent énormément à ça. Parce que je pense que surtout, moi je suis à un âge, j'ai 25 ans, et ces dernières années, j'ai beaucoup vu, surtout moi je suis à un âge où c'est le moment où les gens se recherchent en fait. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qui je suis? Qui était peut-être pas le cas avant, parce qu'avant c'était beaucoup plus jeune, mais maintenant je le vois avec des amis, et je vois avec des gens que j'ai rencontrés. C'est l'âge où tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie. Qu'est-ce que tu vas bosser, est-ce que tu as envie de te mettre en couple, tu as tous ces choix de vie qui sont beaucoup overwhelming, si je peux me permettre, qui sont beaucoup d'un coup. Et BoJack traite de ça et les gens ont compris les personnages grâce à ça. Parce que vu que c'est très existentiel comme série, ça permet aux gens de se projeter et de s'exprimer via ces personnages. Il y a un nombre de citations, les mêmes de Hume qui sont souvent marrants, mais avec ce côté d'humour sombre, un peu. C'est un peu la blague, tu sais, les gens qui sont tristes, qui font des blagues sur le suicide et des choses comme ça. C'est un peu ce même côté de glauque, un peu, sur lequel joue la série. Mais tu as aussi des phrases très, très profondes, mine de rien. Ce qui est toujours marrant, parce que c'est un cheval qui va te les dire. Ou alors un chat, ou des choses comme ça. Et donc ça c'est très fort. Et c'est puissant. Et ce genre de série, tu vois, je sais pas si j'aurais envie de la revoir un jour. Peut-être un jour plus tard. Mais c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup d'un coup, pour le coup. Et c'était facile à regarder. C'était facile à regarder, je trouve, dans le sens où il y avait cet équilibre qui te permettait de rigoler, et ensuite de te prendre une claque déprimante. Mais moi, ce que je me rappelle de la série, en tout cas, c'est donc vraiment les nombreuses thématiques sur la santé mentale. Il y en a beaucoup, on parle beaucoup de dépression parce que c'est le truc, mais on parle de démence aussi, de personnes plus âgées. On parle du fait de frapper ses enfants, d'abus, plein d'abus différents. On parle de relations avec des personnes très jeunes. À un moment, on parle de plein de choses qui sont des choses qui sont clichés à Hollywood, qui se refont de plus en plus surface, même dans la vie, qui sont assez tabous. Et je pense que ça passe parce que c'est de l'animation. Tu vois, on aurait eu un acteur qui embrasse une actrice de 16 ans, un personnage de 16 ans, ça ne serait pas passé, tu vois, par exemple. Ou des choses comme ça. Et le fait que ce soit d'animation, ça permet d'aller assez loin sur des thématiques qui auraient peut-être dégoûté dans la vraie vie. Mais ça dégoûte aussi dans la série, mais vu que c'est un cheval, tu vois. Et c'est peut-être ça aussi le génie de la série. Ça dédramatise quelque part des choses choquantes par le côté complètement
irréel de la situation, quoi. Bah, je dirais pas que ça dédramatise, dans le sens, mais ça facilite, je dirais, le drame. Ce qui n'est pas la même chose. Parce que ça reste très dramatique, ça reste très sérieux. Mais en fait, sur le moment, tu te dis, ah, c'est marrant. Tu vois, et après, tu te dis, en fait, c'est pas marrant du tout. En fait, c'est carrément. Alors que si tu aurais eu certaines scènes dès le premier abord, tu aurais trouvé ça abusé en live action dès le début. Mais vu que c'est l'animation, tu trouves, c'est rigolo. Ah, c'est l'harcèlement sexuel. C'est un requin qui harcèle un autre animal. Ça va, c'est marrant. Après, tu y penses, tu dis, et tu y penses, et la série s'est rendu compte, parce que des fois, elle prend des éléments de manière comique, et ensuite, ça traumatise les gens. Tu vois, c'est comme la manière, maintenant, pareil, de l'histoire des harcèlements sexuels, tu peux le prendre comme une blague. Il y avait beaucoup de blagues sur ça, tu regardes les James Bond, les choses comme ça. Et maintenant, ils ont retourné le truc dans l'art, c'est que ça montre le côté où les gens sont traumatisés, où les gens sont énervés. Et ça, c'est un truc qu'on ne voyait pas beaucoup. Et BoJack le fait. Moi, pour te donner un exemple, moi, j'étais avec ma copine l'autre jour, et elle était de mauvaise humeur et je ne comprenais pas pourquoi. Juste parce qu'on on lui a mal parlé dans le métro. On lui a fait une remarque. Et ça, c'est un côté qui était pris de manière très humoristique dans l'art, et on n'avait jamais la réaction psychologique de la chose. Et dans BoJack, il y a cette réaction constante de la chose. Au fait, on ne prend aucun acte comme un gag. Même s'il est joué comme un gag au premier abord, le génie, c'est de te faire penser au gag. Ah, est-ce que c'était réellement marrant? Non, parce que tu n'as pas le point de vue des personnages. Et on n'a pas parlé de... Claire, elle s'appelle? Non. C'est... non. Caroline. Non, pas Caroline. Sarah Lynn. Non. Interprétée par... attends une seconde. Laisse-moi, j'ai quand même oublié. Pas Claire. Diane, pardon, excusez-moi. Je pensais à Alison Brie. Enfin bref, c'est l'actrice qui joue aussi dans Community, c'est pour ça qu'il fait la voix. Diane, elle est intéressante aussi parce que, en vrai, c'est le deuxième personnage principal de la série. Diane, pour le coup, on n'en a pas parlé. Parce que elle vit des choses qui sont plus difficilement descriptibles pour le coup. Parce qu'elle, c'est vraiment le milieu. Des fois, elle va bien, des fois, elle se recherche, des fois, elle n'est pas contente. Et en plus, elle vit beaucoup d'éléments dans la série. Là où BoJack reste toujours au même endroit, on va dire, surtout d'un point de vue sentimental, il reste au même endroit. Diane, elle vit des choses de manière sentimentale. C'est ce que j'allais dire. Elle a une évolution, elle, qui est vraiment importante, quoi. Et c'est peut-être la seule qui a une évolution qui est basée sur sa carrière, qui est basée sur ses relations amoureuses, qui est basée sur le fait dans quelle ville est-ce qu'elle veut vivre, qu'est-ce qu'elle pourrait abandonner pour aller vivre à Chicago, je crois, dans la série. Tu vois, c'est le seul personnage, enfin avec Todd, qui est humain. Et là où Todd, c'est très axé sur, Todd, c'est un peu un branleur. Du coup, c'est un squatter. Il a ce côté, mais il est attachant. Mais c'est qu'il ne faut pas grand-chose. Et du coup, c'est difficile pour les gens de s'identifier à lui, je pense, parce que la majorité des gens, ils doivent faire quelque chose pour ne pas mourir de faim. Là où Diane, elle galère différemment. Socialement, elle galère. Du point de vue du travail, elle galère. Sentimentalement, elle galère. Elle essaye. Et ça, je pense que c'est beau parce que c'est pas pour rien que c'est l'un des seuls humains. C'est que ça permet aussi aux gens de comprendre que c'est peut-être pas plus complexe parce que ça dépend de différents degrés de complexité, mais c'est le personnage auquel le plus réaliste peut-être dans sa manière de... Parce qu'il y a tellement... En fait, elle pense tellement à plein de choses tout le temps. Il y a toute une intrigue d'elle où elle prend du poids et ça l'angoisse. Et le fait qu'elle prenne du poids crée encore plus d'anxiété. Et le fait qu'elle soit anxieuse la fait manger plus. Et c'est encore ce cycle. Elle a tellement d'intrigues. J'en dois en louper plein juste à y penser à elle. Elle en a tellement. Et en fait, dans la vraie vie, t'as pas un truc. T'es pas juste dépressif. T'as plein de trucs à côté. T'as un travail. T'es étudiant, j'en sais rien. T'as une famille qui te pose problème. T'as des amis qui te posent problème. T'as un copain, une copine qui te pose problème. Ou alors au contraire, tout va bien, mais sauf un truc qui va mal. Et Diane, du coup, en VF, j'imagine, elle a tous ces petits trucs qui s'accumulent. Et ils le font super bien. La manière dont il joue cette accumulation est, d'après moi, brillante. Et même elle, tu adores les relations qu'il a avec tout le monde, et il trouve toujours de nouvelles idées. Et je trouve qu'elle évolue beaucoup. Je trouve que c'est l'un des seuls personnages, enfin tous évoluent, hein, mais c'est vraiment l'un des seuls qui grandit réellement.
Et je pense qu'elle est ultra importante dans le développement de BoJack. Parce que c'est, quelque part, c'est en lui montrant qui il était lui-même, en écrivant sa biographie. Parce que c'est comme ça qu'ils se rencontrent. C'est quand elle doit venir pour l'aider à écrire parce qu'il n'arrive pas à écrire. Et au final, ce qu'elle écrit de lui, lui ne veut pas y croire, ne veut pas se voir comme ça, mais elle lui permet d'avoir ce reflet avec la réalité et de mieux comprendre qui il est et comment il doit changer pour s'améliorer. Donc elle est structurante dans son développement. Donc elle évolue de son côté, mais en plus, elle lui permet à lui, et notamment aux autres personnages, d'évoluer. Elle a un côté où elle permet quand même aux gens de se transcender, enfin de trouver leurs erreurs et d'évoluer. Donc c'est un personnage qui est vachement important. Tu fais bien de... Et ça, c'est super intéressant ce que tu dis par rapport à ça, c'est le côté reflet de la chose. Parce que nous, en tant que spectateurs, on a toutes les informations que la série veut nous donner sur les personnages. Du coup, on les voit toujours d'un point de vue extérieur, nous. Et c'est quelque chose où les personnages ils ont du mal à se voir autrement que par leur propre point de vue. Et je pense que tu dis sur la biographie, c'est très juste, parce que ça s'applique à beaucoup de personnages. Et quand ils ont cette prise de conscience sur eux-mêmes, c'est là qu'ils essaient de changer les choses, et c'est là que le travail commence réellement. Et c'est là qu'il y a des hauts et des bas, et ça va en arrière, 5 pas en avant, 20 en arrière, vraiment des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est très marquant, très très marquant. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est une star de cinéma, de série télé, BoJack, c'est que il joue un rôle. Il joue un rôle. Il y a tout ce côté où il joue un rôle, où c'est de l'acting, où il se ment à lui-même et il se refuge dans son ancienne gloire. Et le fait que ça a été un acteur, il se fait paraître comme quelqu'un de normal, enfin qui va bien, pas normal, mais qui va bien. Il était à tous ces éléments-là et il y a beaucoup de couches. Voilà, c'est dur d'en parler parce que pas vu depuis 2 ans et voilà, mais c'est qu'il y a beaucoup de couches ou même truc tout bête. Hein, j'adore les affiches de la série. J'adore les affiches parce que je trouve qu'elles sont toutes. Moi, j'adore surtout la toute dernière, où BoJack a les cheveux blancs. Elle est toute bête, mais ça. Moi, en fait, c'est con, mais j'étais ému de l'affiche. Je sais pas si tu te rends compte, j'étais ému de l'affiche, en fait. J'étais super touché. Je me dis putain, en fait, c'est la fin de une, mais j'ai l'impression ils ont compris le but de la série, parce que le but c'était de les faire grandir. Et c'est tout bête. Et t'as toute une intrigue par rapport à ça que j'ai trouvé, on va pas la spoiler, mais que j'ai trouvé juste brillante, qui était juste un choc pour moi. En fait, on s'est dit putain, en fait, ouais. Et tout par rapport à ça, il y a tellement de choses. Et les affiches, je sais pas, tu mettras, j'imagine, les affiches pendant qu'on parle, mais c'est qu'ils ont tout un aspect existentiel qui remet en valeur les personnages, qui les fait confronter leur propre existence, leur propre démon. Et il y a aussi celui avec le ballon que j'aime beaucoup. BoJack qui tient un ballon de lui géant, de lui-même géant. Tu dis, mais en fait, il se raccroche à son ancienne gloire, en fait. Il se raccroche à la personne qu'il veut être, mais il peut pas. Parce qu'un énorme ballon, il tient une petite ficelle et il y en a plein de reflets dans la piscine, celle avec les ailes. Il y en a plein qui sont tellement intelligentes. Et même, alors là, tu parles des affiches, mais moi, je dirais que le générique, déjà, est génial. Je trouve qu'il est d'une efficacité. La musique, elle est top. Enfin, ça crée tout de suite, en fait, une atmosphère qui n'existe pas autre part. Enfin, et je pensais, pendant que tu parlais justement de ces évolutions de personnages, le fait qu'il ait un petit peu les cheveux grisonnants et tout sur la dernière, c'est un truc, enfin, justement, cette évolution que je trouve géniale, qu'on pourrait mettre un peu en versus avec les Simpsons, où je regrette, tu vois, par exemple, qu'on n'ait jamais eu d'évolution, finalement, dans les personnages des Simpsons, et que, finalement, ce côté épisodique n'est jamais permis de faire évoluer les personnages réellement, quoi. Là, dans BoJack, on a ça. On a, pour chaque personnage, en tout cas pour les principaux, on a une évolution. Il y a un personnage dont on n'a pas parlé, qui est Sarah Lynn. On va en parler là rapidement, parce qu'on va passer un peu sur la partie drogue.
et dépendance. Mais Sarah Lynn, c'est la fille qui jouait avec lui dans le sitcom et qui va avoir une adolescence de pop star, entre guillemets, et qui va tomber dans la drogue. Lui, elle va avoir BoJack en mentor, et malheureusement, avoir BoJack en mentor en dépression, quand tu es justement elle-même dans une dépression, bah ça a créé une spirale aussi où de ce côté-là, on a aussi une relation et on voit jusqu'où en fait une relation toxique peut emmener. C'est une grosse claque, le personnage de Sarah Lynn. Toi, t'en as pensé quoi? Sarah Lynn, c'est un peu le cliché d'Hollywood qui gâche l'enfance des acteurs. Gâche l'enfance des acteurs, c'est une Olsen, Sarah Lynn. C'est carrément ça. Et en fait, c'est ces acteurs stars. Je le vois derrière toi. Hein. Tu prends le jeune qui a joué Anakin en 99. Pareil, hein, il n'a pas fini en prison récemment en plus, ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment c'est un mélange où il y a ce côté satire hollywoodienne, où il gâche ses personnages. On avait un peu vu ça aussi récemment avec, par exemple, ça mélange bien ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Millie Bobby Brown, où à partir de ses 14-15 ans, ils ont commencé à la sexualiser. Tu vois, bon, pour l'instant, elle a l'air de bien aller, elle était bien encadrée. Je pense que maintenant, les acteurs stars sont vraiment bien encadrés, parce qu'ils sont obligés, sinon, voilà, ils partent en vrille. Et quand tu regardes L'Enfant du Sixième Sens et tous ces gens-là, voilà, les enfants des années 90 qui n'ont plus de carrière, mis à part peut-être Christian Bale ou vraiment des gros stars maintenant, DiCaprio. Mais c'est vrai que beaucoup n'ont pas eu la chance d'avoir ces carrières parce qu'ils sont tombés dans des travers, parce qu'ils étaient exploités par des agents, parce qu'ils étaient exploités par une industrie qui voulait leur image plus que leur personne, et parce qu'ils avaient les mauvais mentors. Et Sarah Lynn, c'est dingue parce qu'elle n'est pas beaucoup présente. Et elle revient comme ça de temps en temps, de fil en aiguille. Elle repasse, elle revient, elle repart. Mais même s'il n'est pas souvent là, je pense que c'est le personnage qui a le plus d'impact sur tous les spectateurs de BoJack. Ils se rappellent tous de certains moments par rapport à elle. Et aussi l'une des plus belles scènes de la série. J'ai vu plein de gens qui l'avaient en fond d'écran. Je trouvais ça abusé en vrai. C'est une belle scène, mais tu sais de quoi on parle. Mais c'est vrai que c'est une très belle scène, mais elle est voilà, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est que c'est un beau personnage qui, elle, pour le coup, a été vraiment ravagée par la drogue. Tu avais ce côté où là, je sais plus, c'est l'héroïne pour elle, je sais plus ce que c'était exactement. Cocaïne, ouais. Et c'est que ouais, là, elle était complètement ravagée par ça aussi. Et il y a cet aspect où, au fait, c'est l'état psychologique des gens qui les pousse à consommer aussi. Mais c'est aussi l'inverse, dans le sens où ça mène vers des états psychologiques extrêmement instables. Et c'est pour ça que je trouve encore le génie de BoJack, c'est que la drogue principale de BoJack soit l'alcool, parce que c'est la drogue la plus accessible. Et qui a l'air la plus douce. Bon, c'est légal, tu peux en acheter, j'en ai chez moi, tu vois, je veux dire, tu vois, j'en ai chez moi sans problème, je Carrefour à côté, j'en achète. Mais, tu vois, c'est tellement simple de tomber dedans quand t'es triste, et c'est un cercle vicieux. T'es un peu triste, tu vas commencer à boire pour te sentir heureux, et tu veux plus jamais être heureux sans boire. Et là, c'est encore pire pour les drogues, cocaïne et héroïne, j'imagine, qui donnent un effet bien plus puissant que l'alcool. L'héroïne, j'ose même pas imaginer. Quand tu regardes les graphiques de dopamine, je crois que l'héroïne, c'est genre dans le top et c'est incomparable aux autres trucs. Et ça, c'est beaucoup dans les films, on en parle beaucoup. Tu peux même plus ressentir d'émotion en fait sans ça. T'as plus de sérotonine, t'as plus de dopamine, et c'est un cycle vicieux. Et ça, ils en parlent. Et ça, c'est marrant parce que c'est un truc qu'on voit beaucoup aujourd'hui. On voit aussi une sorte je dirais pas une glorification, mais une sorte de... On rend certaines drogues mainstream. Clairement. Moi, tu regardes toutes les séries pour adolescents aujourd'hui, il y a toujours un moment où ils prennent de l'ecstasy. Toujours. Ouais. Et ça... C'est une réalité aussi, ça. C'est aussi une réalité, bien sûr.
Mais c'est toujours vu du point de vue de ce qui est vrai, parce que c'est le but, hein, de la fête, de tout ça. C'est le but, mais il n'y a jamais de conséquences dans ces séries-là. Il n'y a jamais de conséquences. Ouais. Ou alors, elles sont extrapolées. Mais il parle parce que voilà, ça devient un déchet. Tu sais, d'un jour à l'autre, le personnage devient un déchet parce qu'il a pris une pilule d'ecstasy, c'est fini. Là où BoJack, il y a toujours des conséquences aux actes. L'alcoolisme de BoJack, il prend des années. C'est à petit feu. C'est à petit feu, il s'en rend même pas compte. Et Sarah Lynn, c'est pareil, elle tombe dans ces travers-là au fur et à mesure. Même si elle prend des substances bien plus puissantes et tout. Mais c'est qu'elle tombe dedans bien au fur et à mesure. Et c'est ça qui est difficile, c'est que, et intéressant, c'est qu'il joue. Je ne me rappelle plus trop parce que je sais qu'il y avait des scènes en drogue qui étaient bien imagées. Il y avait ces spirales de la mort un peu. Mais je me rappelle qu'il y avait aussi des moments plus doux par rapport à la drogue qui étaient réconfortants presque. Un peu, tu sais, il y a un peu ces scènes à la Requiem for a Dream où même si c'est horrible, il y a un côté affectif à la chose qui est traître parce qu'après l'horrible revient. Et je me rappelle. Il y a vraiment différentes façons de mise en scène dans la série en fonction des drogues qu'ils prennent, parce que tu l'as dit, il y a l'alcool qui va être un peu dans le mode flou. Tu vas avoir les analgésiques que BoJack prend, c'est toutes les pilules et tout qu'il prend tout le temps, qui lui font faire des comas ou des trucs où il se réveille, il ne sait plus si c'est passé 2 heures ou 2 jours. Mélangé à l'alcool d'ailleurs, il les prend toujours avec du whisky ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, il mélange toujours avec l'alcool. Et puis tu as le côté aussi drogue dure avec Sarah Lynn, où effectivement là tu la vois dans des phases. De toute façon, je mettrai des petits extraits, quoi, mais c'est sûr que la représentation, en tout cas de la drogue, pour moi, elle est pas du tout utilisée pour montrer la drogue, elle est utilisée pour dire qu'en réalité, les gens qui sont en dépression ou qui se sentent mal utilisent la drogue pour essayer d'y trouver une solution. C'est un échappatoire. Exactement. C'est un faux échappatoire, en fait. C'est ça qui est intéressant. Série, on le voit, c'est-à-dire que la drogue, cumulée à leur dépression, les amène à leur autodestruction. Donc c'est en faisant un parcours d'essayer d'arrêter de la drogue qui vont essayer de se reconstruire. Mais donc il y a vraiment, alors à contrario effectivement de ce qu'on voit habituellement où les jeunes prennent de la drogue, c'est génial, c'est la teuf. Là, on a vraiment le côté sombre des drogues et le côté où c'est cette utilisation pour ne finalement survivre. Quoi. Ouais, en fait, il y a de souvenirs, il n'y a qu'un aspect négatif à ces drogues. Là où tu peux regarder récemment le film Drunk avec Matt Mikkelsen, c'est pas que négatif. Il y a un aspect festif, positif. C'est le fameux cliché, bien avec modération. Ce qui est légitime. Ouais, euphorisant. C'est légitime. Tu te sens bien, tu peux aller boire un verre, il y a des substances qui passent quand tu es de bonne humeur, avec modération. Mais là, vu que ces personnages-là n'ont pas de modération, ils sont dans l'excès toujours, ils sont déprimés, ils sont tristes, du coup, ils continuent. Et ils sont à un stade, au fait, ce qui est super intéressant avec ce genre de série, c'est que, et c'est pour ça que les gens tombent dedans, c'est qu'au début, c'est euphorisant, c'est un échappatoire, c'est trop bien. C'est un peu la thématique qu'il y a dans tous les films, toutes les séries, c'est trop bien. Mais à partir d'un moment, tu ne ressens plus ces choses, du coup, il faut augmenter la quantité, des choses comme ça. Sauf que ça a évidemment des impacts sur toi-même, ta psyché, sur tes émotions, sur qui tu es, voilà, sur ces choses-là. Et c'est là que c'est plus possible d'en sortir, parce qu'il y a une dépendance physique qui se crée de une, psychologique aussi. Et c'est là que c'est plus possible de... Déjà, tu n'as que les côtés négatifs. Tu ne ressens plus le côté euphorisant, ça te fait plus plaisir, mais tu en as besoin. Et si tu l'as pas, là, tu souffres énormément. Donc, c'est ce cycle vicieux qui est terrible, qui te montre BoJack, avec ses médicaments, ses pilules qu'il prend, l'alcool, tu vois que s'il n'a pas ça, il est même plus... le pire, c'est qu'il est même plus heureux tout court, quoi qu'il arrive. Il est coincé, et c'est ce que beaucoup de personnes vivent, je pense. Ils sont coincés entre ces deux trucs, quoi. Ils peuvent être ni heureux, ni euphorisés. Au début de l'entretien, tu as dit un truc intéressant, tu as dit effectivement, si on n'est pas bien et qu'on prend des drogues,
forcément, on va avoir tendance enfin, ça va accentuer le côté où on n'est pas bien. Et donc, nécessairement, eux, ils sont en dépression, enfin, en tout cas pour BoJack, Sarah Lynn aussi. Enfin, les personnages qui prennent des drogues dans la série, c'est les personnages qui, en gros, ne devraient pas en prendre, parce que clairement, leur état psychologique ne leur permettrait pas. En fait, BoJack, il va, lui, c'est vraiment dans l'alcool, mais en gros, c'est pas l'alcool comme nous on l'imagine. C'est pas genre je bois un petit verre de temps en temps, un petit apéro. C'est pas l'alcool social. Lui c'est des bouteilles et des bouteilles de whisky. Et donc c'est l'alcool enfin c'est la crise de foie, c'est la mort assurée en fait. C'est pas. Faut comprendre que c'est à des niveaux qui sont dans l'excès. Tu l'as dit tout à l'heure. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, en tout cas, tout cet aspect drogue dans la série semble complètement crédible et complètement, intégré dans l'histoire. C'est quelque chose où je pense que de toute façon, tu peux pas raconter ce genre d'histoire-là sans y intégrer de la drogue, parce que ces profils-là, avec de l'argent et en dépression, ils vont très souvent se tourner vers la drogue. Donc c'est une étape qui est un peu nécessaire dans le cheminement de la dépression. Et c'est en ça que tu vois qu'aux États-Unis, parce que BoJack, il commence à boire très tôt de la vodka, très jeune, quoi. Et puis après, parce qu'il a des problèmes de dos, je crois qu'il a des médicaments, des analgésiques, et puis... il commence par ça, je sais plus, dans un flashback, il montre... et ça commence... C'est sans aller voir un dealer, il va à son Monoprix, il achète son alcool, ses médicaments, il les prend à la pharmacie. Enfin, c'est quelque part un drogué toléré, quoi, dans la société. Et je pense que les États-Unis, c'est encore un pire exemple. Là, ils en prennent pas, je crois, dans BoJack, mais toute la crise des opioïdes et tout, ça c'est encore plus facile d'accès. Mais c'est que... c'est ça qui est marrant, c'est que... Je sais pas si tu as vu Dopsy. Dopsy, quoi, je l'ai vu. Il était dans mon top de fin d'année l'année dernière. Et c'est que il y a ce côté culturel à la chose. Aux États-Unis, je connais de ce que les gens me disent, hein, je ne veux pas te dire si c'est vrai ou pas, mais il y a ce côté où l'alcool, c'est festif. Vraiment, c'est accepté en tant que festif. En Europe, l'alcool, c'est traditionnel. Et ça, c'est vraiment différent, je pense, déjà dans l'approche. On le voit en Europe, je veux dire, je ne sais pas à quel âge tu as eu ta première bière, mais c'est jeune. C'est très jeune. Et si tu décales encore plus en Europe de l'Est, c'est encore plus jeune. Et dans les Balkans, je t'en parle même pas. Mais non, mais je veux dire, c'est traditionnel parce que c'est un jouet. En fait, je pense que ça nous aide aussi de se dire que c'est traditionnel. Le verre de vin quotidien, c'est l'alcoolisme, on ne va pas se mentir. Mais c'est traditionnel. Et je pense qu'il y a ce côté préventif qui est hyper important. Il y a ce côté préventif. Tu vas aux Pays-Bas, évidemment, tu as des coffee shops partout. Le cannabis est tout à fait normal. Tu peux pas être monétisé, toi. C'est impossible, en fait. C'est impossible. Je plaisante. Les champignons psychédéliques, c'est normal parce qu'il y a ce côté où les gens... c'est préventif. L'un des pays qui a le moins de problèmes en Europe avec la drogue, c'est le Portugal, qui a tout dépénalisé. L'Espagne aussi, un peu moins l'Espagne, mais donc il y a ce côté où, au fait, je pense qu'aux États-Unis, ils en profitent. Et c'est encore plus accentué parce que l'alcool, là-bas, c'est fait que pour se bourrer la gueule. Nous, on boit souvent sans vouloir se bourrer la gueule. Les sprint break ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on ne voit pas quand même chez nous, quoi. Le fait sur des courtes périodes... C'est toujours des sprint break. Ouais, mais... je plaisante, mais c'est que t'as pas complètement tort. Mais non, mais nous c'est complètement différent. C'est moins dans l'excès, quoi, je pense. Moi, je veux dire, quand j'étais vraiment étudiant avant le Covid, c'était spring break souvent, quoi. Non, mais je veux dire, parce que là, c'est rare. Ouais. Quand tu vois les séries, les films américains, ils vont faire des grosses soirées, ils boivent comme des trous. Mais de manière... Nous, j'aime penser qu'on est un peu plus sophistiqué par rapport à ça. On ne va pas juste s'enfiler 9 litres de bière pour s'enfiler 9 litres de bière. On va... je sais pas, on va se faire plaisir, en fait. C'est un plaisir avant tout.
Tu vois, je pense que c'est ça. Ok, des fois, on a envie de boire beaucoup pour être bourré, d'accord. Mais je pense que, surtout quand tu grandis, ça devient de plus en plus pour un plaisir avant tout. Et après, c'est une conséquence. Parce que tu passes. En fait, c'est ça. Moi, je sais que quand je bois avec mes potes et tout, même peu importe, je sais que c'est juste un endroit où on se retrouve et on va boire, mais le fait qu'on soit bourré ou pas à la fin, c'est une conséquence du fait qu'on passe un bon moment. Et évidemment, l'alcool, ça aide, ça amplifie des choses, mais c'est justement, c'est le but. C'est le but d'être plus relax. C'est littéralement le but. Et après, tu peux aller un peu plus loin. Je sais qu'il y a toujours ce verre de trop. Après, le lendemain, on n'assume pas trop, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on a ce côté qui est très. Ouais, très. Et depuis. Quand j'avais 18 ans et maintenant, c'est plus pareil. Mais c'est que. J'imagine pas la suite. Mais c'est qu'il y a ce côté qui est plaisant. Encore plus dur. Qui est plaisant. Qui est culturel. Alors que là, ils prennent BoJack comme un exemple de quelque chose qui dérape parce que c'est pas du tout accepté dans la culture. Et ça, je pense, c'est intéressant. L'alcoolisme, là-bas, c'est très mal vu, mais je pense qu'ils ont plus de problèmes d'alcoolisme, j'en sais rien, qu'en Europe, j'imagine. Parce que vu que c'est toléré, c'est même pas toléré, en fait. Tu vois, c'est même pas accepté. C'est ce qui est intéressant. Et je sais pas si ça, c'est quelque chose de conscient, qui est un choix conscient qu'ils ont fait, de le faire tomber dans l'alcoolisme, parce que culturellement, c'est vraiment mal vu. Alors que nous, l'alcoolisme, je suis désolé, c'est mal vu, mais c'est peut-être pas assez tabou, justement, chez nous. Chez nous, c'est peut-être un peu trop bien vu d'un certain point de vue. On n'y croit pas trop. On se dit, ouais, l'alcoolique, ouais, il boit un verre ou deux par jour, c'est pas alcoolique, ça, tu vois. Oui, alors ça, que là-bas, là, il le montre. Et en fait, nous, quelqu'un d'alcoolique, c'est comme tu as dit, s'enchaîne des bouteilles par jour. Des bouteilles. Et il faut c'est ce qu'on appelle les alcooliques fonctionnels, functioning alcoholics, je ne sais pas comment c'est en français, mais qui peuvent, c'est comme les gens qui fument beaucoup de cannabis, ceux qui fument plusieurs joints par jour, ils peuvent fonctionner de manière normale, tu t'en rends même pas compte, parce qu'ils sont tellement habitués que ça leur fait plus rien. Et moi, j'en ai connu des gens, l'accoutumance. Après, évidemment, plus tu vas consommer d'un produit, plus tu vas t'habituer et puis tolérance et tout. Ouais. Ta tolérance, voilà, va être. Mais ça, c'est un truc qui montre bien dans BoJack, c'est qu'il est tellement tolérant à ces choses que pour lui, c'est même plus festif, c'est même plus, c'est l'alcoolisme pur et dur, c'est même plus social, parce qu'il y a ce côté, bon, festif, social, je ne sais pas, c'est la même chose. Social, c'est aller boire un verre pour boire un verre, quoi. Et t'as le festif où l'objectif, c'est un peu de se mettre une murge. Et là, aux États-Unis, je pense que c'est beaucoup ça. Je ne sais pas si aux États-Unis, ils vont boire un verre, tu vois, si c'est sans vouloir s'en enfiler 5. Mais c'est que lui, il n'a plus ça du tout. Il n'a plus rien. Il pense que à boire pour survivre. S'il ne boit pas, il pense qu'il va mourir. Et ça, c'est bien de montrer parce que c'est que de l'alcool, entre guillemets. Tu vois, c'est que dans une dépendance quand même totale. Et en plus, comme il vient rajouter à ça les différentes drogues qui lui sont proposées, on va dire, parce que forcément, comme il est dans un contexte où il a une grande maison, qu'il a de l'argent, en plus, voilà, il y a tout ce côté, en fait, pas social, mais le côté que plein de gens viennent chez lui, forcément, ça va dans la vraie vie, ça serait réaliste de dire que t'es engrainé, qu'il y a quelqu'un qui va te proposer quelque chose et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est, je pense, très facile, hein, une fois que tu l'as t'as décidé de vouloir rentrer dans cette spirale, dans la position de quelqu'un comme lui, en tout cas, c'est assez facile de ne pas en sortir, quoi. Parce que c'est... C'est d'ailleurs pour ça que les autres tombent pas dans les dépendances. Non, c'est... les autres... Qui on va dire. Mais... après, je sais plus lesquels exactement. Moi, j'ai des souvenirs, donc, comme on a dit, de Sarah Lynn et BoJack qui tombent, eux, dans la dépendance. Mais ceux qui n'ont pas ce mode de vie de star riche, qui pensent dépressif un peu, et je crois que personne tombe dans une quelconque dépendance, si je dis pas de bêtises. Non, t'as raison. C'est vraiment focalisé sur eux. Et donc, c'est lié à leur train de vie. C'est lié à leur train de vie, c'est lié à leur environnement. Et ça, on n'en a pas parlé, mais c'est que l'environnement impacte beaucoup les choses. Ça impacte beaucoup la manière de vivre, ça impacte beaucoup la manière de consommer ces substances ou de ne pas y avoir accès tout simplement.
L'alcool, c'est cher. Mais est-ce que justement, ils vont pas chercher dans ces substances qu'ils ne retrouvent plus sur la scène ou tu vois, par exemple Bojack, lui littéralement, il se noie dans l'alcool pour en compensation, enfin parce que il est plus il est plus en train de faire une sitcom et tout ça. Je pense qu'il y a un côté aussi où il l'utilise pour se détacher complètement de ce qu'ils sont, quoi. Et parce que en fait, ils ont cette envie perpétuelle de récupérer cette notoriété qu'ils ont eue à un moment ou à un autre. Ouais. Chose que les gens normaux n'ont pas forcément. Tu vois, ce besoin d'exister et que les gens parlent de toi, c'est quelque chose qu'ils ont besoin ensuite. Alors que je pense que nous, les gens normaux, on a d'autres dépendances qui sont pas les mêmes. Qui sont pas les mêmes du tout. On a tous d'autres dépendances qui sont pas qu'on pense même pas que ce soit des dépendances au final. Il y a des gens qui sont dépendants, je sais pas, ils sont en couple, il faut qu'ils voient la personne avec qui ils sont en couple tout le temps. Il y en a il faut qu'ils voient leurs amis toutes les semaines, il faut qu'ils leur parlent, il y en a, ils ont plein, on a tous nos petits trucs. C'est normal, on est des créatures sociales, on est des créatures. Il y en a au contraire qui n'aiment pas du tout sortir, ils sont dépendants à leur maison, leur habitat, vraiment. On a tous des dépendances. Là, vu que c'est évidemment, on parle d'une star et tout, il y a une dépendance à la scène. Tu vois. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Oui, ça peut l'être. Ouais, ça peut l'être. Il y a des acteurs qui doivent être dépendants. Peanut Butter, il est sûrement dépendant à la scène. Et vu que ça se passe bien pour lui, on ne le voit pas d'un mauvais point de vue. Tu vois. Par contre, il joue dans tout. Il pique des rôles à droite à gauche. Il est dépendant aussi. D'ailleurs, ça revient à un moment, il me semble que lui aussi, il est trop. Il pense trop à sa vie d'acteur plutôt qu'à pas penser à autre chose. Ah bah, il a eu 4 femmes et tout ça. Enfin, ouais, tu vois, voilà, exactement. Tu vois. Donc ça, c'est un truc qu'on n'en parle même pas beaucoup parce que c'est sous la blague, tu vois ce qu'on dit tout à l'heure. Oh, il a eu 4 femmes, c'est une blague, c'est un sketch. En fait, quand tu penses, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal, je juge pas. Chacun sa vie. Mais c'est que on se pose des questions en fait. Tu connais quelqu'un qui a 4 femmes dans la vie, tu dis bon, il y a quelque chose derrière, tu vois, il y a quelque chose. Et c'est que, j'ai complètement oublié ça, tu vois, pour te dire à quel point c'est fait au travers de la blague. Il y a des approches, en tout cas, effectivement, psychologiques que tu retrouves, en tout cas, dans chaque personnage. Des problèmes, en tout cas, des blocages ou à un moment donné, tu as Diane aussi qui, elle, ne veut plus créer de relations parce que pour elle, toutes les relations qu'elle a, elle les détruit. Elle dit elle-même, je suis un gouffre pour les gens bien. Et ça, c'est un sentiment que des gens peuvent avoir aussi dans la vraie vie, de se dire je fais que détruire tout ce que je touche ou quoi, enfin dans des moments et c'est quand même vachement bien retranscrit parce que elle aussi, elle tombe, Diane, un peu dans la drogue. Il me semble en saison, il y a un court passage où justement c'est ça qui lui fait comprendre que en gros elle doit s'éloigner, elle doit partir parce que sinon elle aussi en fait elle va finir par devenir ce qu'elle reprochait à Bojack au départ, quoi. C'est possible, je me rappelle plus vraiment, mais tu as sûrement raison. Mais ça m'étonnerait pas parce que c'est vrai que je sais qu'à moi il y a un vrai parallèle entre c'est quoi maintenant la différence entre Bojack et Diane. Et peut-être tu as raison, la différence c'était justement cette dépendance aussi à l'alcool et aux drogues que Diane n'avait pas. Parce que c'est qu'à un moment, les deux personnages sont assez similaires dans ce qu'ils vivent. Et justement, il y en a un qui ressaisit et pas l'autre à différents moments et tout. Mais non, c'est vrai que c'est mais ouais, c'est vrai que tu vois, quand mis à part l'alcool, pour moi, je dirais pas que c'est une série qui. Enfin, pour moi, ça parle pas de drogue de manière spécifique. C'est une série qui utilise la drogue pour raconter l'histoire de ses personnages, surtout l'alcool, et qui en joue énormément. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une thématique liée à les thématiques psychologiques parce que c'est évident. Mais tu vois, quand tu m'envoies un message, j'étais assez étonné. Je fais c'est vrai que je me suis pas dit oui, c'est vrai. Là, je me dis oui, c'est vrai qu'il y a un aspect. J'ai dû y réfléchir un peu. Je me dis c'est vrai qu'il a pas tort parce que je l'ai jamais vu comme une série comme ça. Alors que tu as tout à fait raison. Je veux dire, c'est un élément quand même central quand tu penses.
la dépendance. Mais en fait, peut-être c'est ça aussi, c'est tellement banalisé au final que moi je pensais même pas que BoJack était alcoolique. Bah, ouais, ils en parlent, hein. Mais c'est que c'est tellement banalisé que pour moi, la droguée, c'était Sarah Lynn, parce que celle qui consommait des substances fortes. Pour moi, BoJack, c'était un alcoolique, c'était pas un drogué. Ouais, ouais, il prend beaucoup de pilules, mais c'est vrai que. Lui. Ouais, non, c'est vrai. Et c'est vrai que oui, ce qui ressort beaucoup de BoJack, surtout maintenant, tu vois, 2 ans après avoir vu la série, c'est surtout l'alcoolisme. Bien sûr. De toute façon, l'alcoolisme, c'est un peu la drogue. Il y avait eu le film Living in Las Vegas avec Nicolas Cage. Ouais, Living Las Vegas. Non, ou Living Las Vegas. Living Las Vegas. L'alcoolique. Il se détruit. Enfin, c'est vraiment une autodestruction. Là, pour moi, il y a un peu ce côté-là qu'on retrouve, en fait, qui est vraiment la personne qui veut qui en fait, qui trouve plus de goût, en fait, aux choses, probablement parce qu'il a vécu des choses tellement incroyables à un moment donné qu'effectivement, peut-être que les choses simples ont moins de saveur une fois que tu as vécu des choses incroyables. Donc, mais le paradoxe, c'est qu'il a vécu des choses incroyables par son travail, mais il a vécu des choses dramatiques dans son enfance, dans ses relations. Donc, c'est cet entrevêchement, en fait, oui, tu peux réussir ta carrière, mais ça ne veut pas dire que, en fait, tout va bien dans ta vie. Tu as aussi ce côté-là qui est mis en avant, quoi. C'est que il n'est pas le personnage que les gens pensent connaître, loin de là. Ouais, et ça, tu vois, moi, c'est plus l'histoire de Princesse Caroline pour moi, ça. C'est un peu l'histoire des heureux tristes. C'est les gens qui sont tellement occupés par leur travail qu'ils ne se posent même pas la question s'ils vont bien. Tu vois, c'est un truc que je vois aussi revenir pas mal en ce moment, hein. C'est les gens qui sont toujours occupés pour pas se laisser penser à la vie. Et ça, c'est un peu ce que vit aussi Princesse Caroline à certains moments, c'est qu'elle est en burn-out à un moment. Et en fait, c'est l'une des conséquences de ça, c'est qu'en fait, elle se remet en question, elle dit pourquoi je fais tout ça. Et c'est là que tu arrives en burn-out. Le burn-out, c'est parce que tu travailles trop, mais parce que tu commences à te dire, tu es fatigué. La fatigue, ça mène à être de moins bonne humeur. Peut-être tu manges moins aussi. C'est tout un cycle, encore une fois. Et c'est facile de tomber dedans. Et Caroline, pareil, elle vit plein de trucs. Elle se demande, mais pourquoi j'arrive pas à certains moments? Alors qu'il n'y a pas plus acharné que elle. Il n'y a pas plus comme ils disent, de girl boss qu'elle. C'est elle qui se proclame comme ça, en fait. Même sur des profils qu'on connaît déjà, tu vois, la working girl qui bosse trop, on connaissait ce profil-là. Ils arrivent quand même dans la série à aborder la psychologie, en fait, de quelqu'un comme ça, et puis tous les mauvais côtés, finalement, que ça lui amène dans la vie. Parce que elle a vraiment ce côté super dynamique et tout ça, qui s'arrête jamais, qui travaille qui est l'agent de plein de gens et tout ça. Mais comme tu l'as dit, c'est quelque part, ça c'est pour cacher le fait qu'à côté de ça, elle n'a pas de vie de couple, qu'elle n'a pas d'enfant. D'ailleurs, sans trop spoiler, mais ça va être vraiment ça la thématique, c'est comment se créer une famille alors que elle travaille tout le temps. Et en plus, la maternité devient un sujet super important pour elle et pour. Il y a vraiment beaucoup de sujets super compliqués. Elle est touchante. Elle a un dialogue à un moment où elle parle avec BoJack qui est hyper touchant. Enfin, il y a vraiment je trouve qu'avec chaque personnage, en tout cas, ils ont réussi à cibler en tout cas des faiblesses et justement le fait que les gens se rendent compte de leurs faiblesses, les personnages, et que à partir de ça, ils essayent d'en faire quelque chose, quoi. Et c'est ce côté évolution que moi je trouve hyper positif, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de dépression, tout ça, on va conclure, je pense, là, dans pas longtemps, mais pour moi, il y a un côté très optimiste dans BoJack. Il y a un côté où, même au fond, finalement, il y a toujours une possibilité de remonter. Il y a toujours des choses auxquelles se rattacher. J'ai envie de te dire, c'était un peu obligatoire, hein. Ils dire, si tu peux pas être que pessimiste. Le but de l'art, c'est aussi de donner un aspect au moins doux amer. Au moins.
ou alors d'expliquer la chute d'une manière à en tirer des leçons. Tu vois ce que je veux dire? C'est rare. Oui. Non, mais moi, j'aurais bien imaginé la série se terminer de manière encore plus sombre que ce qu'elle s'est terminée. Ça aurait pu, mais ça aurait été aussi, comment dire, ça aurait été une leçon. Mais c'est toujours pareil, c'est un peu le problème que tu as dans les œuvres, c'est qu'elles deviennent prévisibles dans le sens où quand tu as un méchant dans une œuvre, tu sais qu'il va être puni. C'est la loi des œuvres. Tu sais qu'ils vont être punis. Ces méchants vont être punis. Et c'est intéressant quand tu as un personnage plus complexe, comme Bojack. Est-ce qu'il mérite une rédemption? Est-ce qu'il mérite une punition? Un mélange des deux? Et c'est pour ça que tu as le doute jusqu'à la fin. Voilà. Il y avait aussi l'histoire avec Walter White, par exemple. À l'époque, on se demandait, attends, est-ce que ce personnage peut avoir une rédemption? Est-ce qu'il faut qu'il soit puni? Plein de choses comme ça. Et après, c'est au choix du créateur de décider ce qui est bien d'après lui pour l'œuvre. Et je pense que pour Bojack, enfin moi je suis d'accord pour Bojack, ils ont fait les bons choix. Ils ont fait les bons choix. Mais je pense que ça aurait marché aussi de manière pire ou meilleure. Je pense que la série avait dressé suffisamment une fresque de ce personnage-là et de ces personnages-là d'ailleurs pour te donner plein de conclusions qui auraient pu être défendables. Qu'on les aime ou pas, ça se la dit de chacun. Mais dans la logique du scénario, la logique des personnages, je pense qu'ils étaient défendables quasiment toutes les fins possibles. Disons. Je n'ai pas d'exemple en tête. Tu vois, j'en ai beaucoup parlé à l'époque quand la série s'est finie. Elle sait que tout était défendable. Et tu peux être déçu de la fin ou pas. Tu peux trouver qu'ils ne sont pas allés assez loin, ils sont allés trop loin. Peu importe. Mais c'est que si c'est cohérent dans ce qu'ils ont raconté. Parfaite la fin. Ah ouais, moi j'aime beaucoup aussi. Mais tu vois, moi j'ai connu des gens qui ont été déçus. Ouais, j'ai connu des gens qui s'attendaient à plus ou à moins. Il y aura toujours des gens qui sont contents par rapport à une fille. Mais c'était cohérent, c'est ce qui compte. C'était cohérent. Je pense que là-dessus, tu as le bon mot. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est depuis le début, c'était des hauts et des bas de toute façon. Donc, on se termine un peu comme ça, quoi, où en fait, ça continue. Il y aura encore des hauts et des bas. Et c'est ce côté-là de se dire que voilà, on n'a pas forcément la finalité de l'histoire, c'est-à-dire qu'on ne saura pas comment chaque personnage va réellement terminer, mais en tout cas, sur la période où on les a suivis, on a un beau cheminement de personnages, on a vraiment des belles évolutions avec, je pense, des moments hyper touchants. Enfin, moi, c'est une série d'animation que j'ai pris quand même en plein cœur, quoi, j'ai envie de te dire. C'est pour ça que vraiment, en tout cas, moi, je la conseille pour ceux qui veulent vivre, en tout cas, pour moi, c'est une expérience quand même. Il y a un vrai cheminement, il y a un vrai côté. Alors, il y a la satire, il y a le côté un peu comédie qui est là, mais l'important, c'est quand même effectivement le cheminement des personnages, surtout celui de Bojack. Et donc, comme tu l'as dit, comme on l'a dit, la dépression, comment évoluer dans cette psychologie, comment essayer de sortir de la spirale que peut amener la drogue et puis la peur de soi. Parce que finalement, on se rend compte quand même que Bojack, il a peur de réussir à faire mieux que ce qu'il était avant. Il se cache dans ce qu'il était avant, parce que faire mieux, ça va de toute façon le challenger, lui demander de faire quelque chose, et il préfère se cacher dans ce qu'il a déjà fait. Donc on a, je pense, parlé longuement là. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, tu as dit un truc intéressant. Tu as dit il y a des hauts et des bas. C'est la vie, quoi. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que quand tu as dit ça, j'ai pensé, parce que tu as des moments où Bojack est heureux, au fait, pour de vrai. Il dure pas longtemps parce que c'est pas le sujet de la série. Mais tu as des moments où, au fait, tu vois la lumière au bout du tunnel pour Bojack. Tu dis, au fait, là, il va s'en sortir. Et je pense que c'est aussi l'un des problèmes des gens, encore une fois, j'en connais pas assez pour te dire, mais qui sont dépressifs. Je pense que même s'ils sont dépressifs, il y a peut-être cet espoir encore
Moi, c'est ce que j'ai compris de la série, c'est qu'il y a encore un espoir et c'est des montagnes russes, en fait. Ils sont pas loin, ils retombent, ils sont pas loin. Et c'est ça qui était assez triste à voir, c'est que tu as vraiment l'impression que ça qui est horrible, c'est que la personne n'est pas condamnée, en fait. Mais la personne n'est pas non plus tirée d'affaire. Et des fois, elle est si proche d'être tirée d'affaire, puis elle est tirée d'affaire pendant un moment, et puis des choses reviennent, et puis elle est retirée vers le bas. Et c'est dur, et je pense que c'est pour ça que c'est une série qui est aussi assez thérapeutique et éducative, comme on a dit, parce que dans la thématique de sujet de problème, c'est pas le terme, hein, de santé mentale plutôt, voilà, c'est le terme, c'est important. Et je sais pas si elle est peut-être en avance sur son temps aussi, d'une certaine manière. En tout cas, dans l'animation, moi, j'ai jamais. Après, par exemple, je suis pas assez calé en animation japonaise. Je peux pas te dire, par exemple, c'est une thématique qui revient beaucoup dans l'animation japonaise ou autre. Mais je sais qu'en animation, il y avait cette période où, moi, je me rappelle, j'en avais parlé à l'époque, où tu avais cet enchaînement de BoJack et Rick et Morty, qui étaient sur les mêmes thématiques à peu près. On va dire une thématique en commun, c'était le côté existentiel de la chose. Et ça, c'était super intéressant. C'est une chose que Rick et Morty a complètement délaissée, d'ailleurs, qui est plus partie au format Simpson, comme on disait. Les conséquences, c'est terminé. J'aime toujours Rick et Morty, hein, mais c'est vrai qu'on a oublié. Ce qui était bien, c'est que c'était comme BoJack. Il y avait un fil rouge et des épisodes, on va dire des aventures solo, comme disait Rick. Et ils ont délaissé le côté conséquences. Ils ont délaissé le côté existentiel, qui était cosmique presque. BoJack ne le délaisse pas. C'est pas parce que c'est le sujet principal. Là où Rick et Morty, par exemple, c'était des aventures avec, on va dire, un arrière-plan cosmique, presque même Lovecraftien, existentiel à certains moments. Là où BoJack, c'est le sujet, c'est la santé mentale, et le reste, c'est du background. Du background important, hein. Et du coup, il y avait cette période dans le temps où les 3 premières saisons des 2 séries sont sorties à peu près en même temps, et thématiquement, elles se chevauchaient, et c'était super intéressant comme moment dans l'histoire des séries, parce que c'était quand même 2 séries d'animation d'avance sur leur temps, je trouve, qui ont, je pense, changé l'animation, pour le coup, qui ont vraiment changé, et en fait, qui ont remis en avant un truc tout bête, l'animation pour adultes. Qui est un truc, et là, pour adultes, c'est vraiment, je ne recommande pas BoJack à des enfants, ça c'est carrément pas. C'est l'animation pour adultes, et je pense que moi, depuis BoJack, je suis bien plus ouvert d'esprit à me dire, je vais regarder une série d'animation qui peut être ou violente, ou qui va parler de thématiques sérieuses. Et BoJack, ça, je pense, ouvert la voie à ça. En France, je ne sais pas, mais je sais que, oui, elle est connue, en tout cas sur Internet, elle a ce côté où il est vraiment populaire. Ça n'a pas battu des records d'audience pour Netflix, hein. Mais les gens la connaissent et je pense qu'elle va exister dans le temps aussi. Les gens vont en parler dans le temps. Moi, je la considère déjà culte, hein, sans problème. Pour moi, c'est un pilier de l'animation américain. Rien à dire en termes de série. Et ça m'a fait rire quand j'ai vu l'annonce que Netflix voulait arrêter les productions d'animation. Vous avez fait de l'or déjà. Vous pouvez refaire. Et on l'a vu, hein, voilà, ça a ouvert la voie pour aussi Netflix de comprendre qu'on peut faire l'animation pour adultes. Love, Death and Robots et des choses comme ça qui sont vraiment pareil, existentielles, gore, sexe et tout. Il y a plein d'autres choses. Et ça a vraiment ouvert quelque chose. Le fait de commencer aussi fort, on va dire, à début des années 2010, c'est ça, quoi. C'est vraiment le renouveau de l'animation pour adultes. Et c'est le pilier pour moi avec Rick et Morty, mais surtout BoJack Horseman, parce que ça a vraiment duré dans le temps, de l'animation pour adultes. Et ça, c'est à voir, quoi. Clairement, moi, je trouve que c'est fait pour tout le monde. Et ce qu'on a dit aussi, c'est que là, l'animation était au service de l'histoire. Et je pense que c'est vraiment important de le rappeler pour finir, c'est que vraiment, on a un univers qui est créé, qui est complètement atypique, qu'on oublie, enfin, qu'on peut pas oublier, en fait. C'est BoJack crée un monde et il évolue dedans. Et finalement, ce monde-là, il est tellement proche d'une autre dans la manière dont il est critiqué et montré que c'est vraiment l'animation au service de l'histoire, et on n'aurait pas pu imaginer une histoire pareille
sans l'animation. Donc c'est tout à fait d'accord. Écoute, je pense qu'on va arrêter là sur BoJack. Je vais juste te faire les petits bonus rapides, parce que je sais que tu dois pas tarder. Je vais juste te demander, du coup, toi, ton stupéfiant. Donc, c'est le film de drogue qui t'a le plus marqué. Si tu en as un ou plusieurs. Ouais, j'ai chopé une liste à côté parce que je suis très nul quand même de poser ce genre de questions. Du coup, évidemment, les classiques, c'est quand je pense à film de drogue, c'est Trainspotting, Requiem for a Dream. Les deux classiques, on va pas en revenir. Je pense que tu les as à chaque fois. Boogie Nights aussi. Il y a ce côté aussi, même si c'est pas une thématique intéressante. J'ai la liste sous les yeux d'un mec qui a fait sur IMDb, c'est vrai. Mais j'en avais vu un que j'avais beaucoup aimé récemment, qui est dans la liste, c'est Douleur et gloire de Pedro Almodovar, qui est un peu la même histoire que BoJack au final. Hein. C'est un auteur, je crois, non pas un auteur, mais un réalisateur qui devient accro à, je sais plus si c'est l'héroïne ou quoi, mais il devient accro à un stupéfiant très puissant. Et vu qu'il est triste, voilà, c'est la même histoire que BoJack. Donc Douleur et gloire Almodovar, je vais y arriver. Douleur et gloire, Pain and Glory. Après, le titre espagnol, c'est avec Antonio Banderas en plus. Donc, Douleur et gloire. Ça parle pas que de ça, mais c'est vrai que ça revient. Je sais plus, il fume, je crois. Je sais plus ce qu'il fait. Peut-être c'est des opioïdes, je sais plus. Il y a plusieurs manières, je crois, il utilise de la drogue. Très intéressant. C'est un film assez lent, mais il dure pas longtemps. Il dure 1 heure, 2 heures presque. Quand même 1h13 j'allais dire 1h113 minutes du coup et Douleur et gloire, si t'as pas vu, si les autres n'ont pas vu, ça parle du coup de drogue et c'est intéressant. Récemment j'ai une vidéo qui va sortir sur Johnny Depp demain, Blow avec Johnny Depp est intéressant aussi, un peu sous-côté je trouve, moi j'aime bien. Moi j'adore ça. Ouais, donc Las Vegas Parano, t'en connais sur Johnny Depp, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je suis arrivé en retard, c'est la vidéo que je faisais sur Las Vegas Parano, Johnny Depp avec tout le trip dans la voiture, qui est excellent, Terry Gilliam. Mais après, voilà, moi j'aime bien les films qui sont plus existentiels par rapport à la drogue que genre des Scarface ou ces gangsters, tu vois. Bon, gangsters, quand on parle de drogue, ça m'intéresse pas trop. Moi, quand c'est plus existentiel et psychologique, là, c'est cool. Psychologique, ouais. Ok, c'est... Et dans Rick et Morty, il y a tout un moment où il prend du LSD magique, Rick, je crois, qui est très drôle. Enfin, LSD de l'espace, quoi, qui est très, très drôle. Enfin, il y a plein de moments comme ça. Mais j'aime beaucoup les scènes, surtout de LSD dans les films, parce qu'ils ont toujours des moyens... si on parle de ça, c'est pas du LSD, c'est... Les effets psychédéliques et tout ça. Tu ouais. J'ai regardé récemment Un talent en or massif au cinéma, là. Ils ont une scène où ils prennent de l'acide. Et il n'y a pas d'effet psyché... Juste, le jeu d'acteur est tellement drôle qu'ils ont des gros sourires de mecs complètement défoncés. Et c'est super drôle à voir. Mais si on parle d'effets, le film qui m'a le plus marqué en termes d'effets, je pense, c'est Midsommar. Parce que Midsommar, c'est juste les petits effets de respiration qui étaient... Moi, je pensais que j'étais défoncé en regardant le film la première fois au cinéma. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, tu vois, genre, je sais pas si tu l'as vu, hein, mais t'as les plantes qui bougent. Et en fait, moi, j'ai l'impression d'halluciner durant le film. Je suis, attends, qu'est-ce qu'on m'a mis dans mon verre, tu vois? Je pensais que j'avais pété un cas. Je rappelle toujours de la couronne de fleurs et la fleur qui respire. J'avais halluciné, j'ai trouvé ça incroyable. Et c'est dans les décors qui bougent derrière aussi. Alors qu'en vrai, on t'en parle même pas. C'est à un moment, ils prennent des champignons au tout début du film et ils ont toute une scène drôle par rapport à ça et tout. Quand il dit je veux voir aucune nouvelle personne et des choses comme ça, c'est à mourir de rire. Mais c'est bien. Tu vois, ça, je trouve qu'ils arrivent bien. L'acide, je trouve qu'ils arrivent bien à en jouer. Même pour les gens qui n'ont jamais pris et tout, je pense que c'est super intéressant là, parce que ça donne vraiment une idée. Et c'est que l'opposé, c'est toutes ces drogues festives que je trouve ils font pas très. Le problème, c'est que c'est vraiment jouer sur le coup de la fête et ils n'arrivent pas, je pense, à jouer du point de vue de la mise en scène sur ça. Tu vois, quand tu as une soirée en alcool ou une soirée en drogue, ça reste flou à partir d'un moment. Tu vois, c'est les mêmes. En fait, ils jouent le thème de la soirée plus que de la substance en soi. Et ça, je pense que d'un point de vue artistique, c'est dommage.
Mm. Il y a des films qui ne font pas tout court. Et puis pour finir, un truc un peu plus positif, c'est Drunk, qui est quand même très bien parce que ça parle d'alcool, mais ça parle d'alcool avec modération. Et le côté traditionnel de la chose, le côté festif mais plaisant, même s'il y a évidemment, il faut passer par les choses mauvaises par rapport à l'alcool. Mais donc ça, c'est intéressant. Voilà, c'est ma liste. Mads Mikkelsen dedans, quoi. Très bon, toujours très bon. Mais voilà. Ok, bah écoute, merci en tout cas pour toute cette liste. Et on va finir sur le fait tourner. Le fait tourner, c'est toi, c'est à la fin de l'entretien, tu peux dire, mettre en avant soit un événement, soit des gens. Ok, j'ai rien comme ça. Pardon? Un truc qui t'a plu, sinon une série, ça peut être n'importe quoi. Si, je vais mettre un truc en avant. C'est une série que je suis en train de regarder en ce moment. C'est une série avec Taika Waititi. Ça s'appelle Our Flag Means Death. C'est pas encore disponible en France. C'est sur HBO Max. Vous savez comment procurer HBO Max en France maintenant. Mais c'est que c'est super drôle. Je sais pas si tu as regardé Vampire en toute intimité. Si ça dit un truc, c'est pour ceux qui connaissent, c'est le même délire mais avec des pirates. Et c'est super drôle. C'est super drôle. Et c'est marrant parce que là, c'est pas le cas dans cette série, mais j'y pense. Toutes les séries qui ont beaucoup d'épisodes passent par un épisode de drogue quand même, quand ils pensent. Ils ont tout un épisode où c'est par accident, où c'est par parce que c'est très drôle d'habitude. Filler classique, ouais, on est d'accord. Ouais, c'est vrai, c'est ça, c'est le filler classique, super drôle. C'est comme l'épisode comédie musicale dans les sitcoms et tout. Ils ont un moment comme ça où ils prennent du LSD sans faire exprès et ça devient un épisode complètement barré parce que ça leur permet de faire ce qu'ils veulent en fait. Ah bah c'est clair. Donc Our Flag Means Death, très drôle, super bien écrit et très touchant, donc super bien. Bah écoute, merci pour cet entretien qui était très cool. Merci pour être venu partager en tout cas ton affection à BoJack et puis ce que tu avais à dire. C'est vraiment très sympa. Bonne continuation à toi et puis à bientôt peut-être. Bah merci et bonne continuation à toi aussi et merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Ciao. Allez, vas-y, pas cool, abonne-toi.